Il paraît, mais je crois que c'est vrai, que Michel Foucault disait « les commencements sont obscurs ». Est-ce que les commencements d'Adèle Vendrette sont obscurs à ses yeux? Alors, j'avais jamais réfléchi à mes commencements sous cet angle, mais je crois que oui. Parce que, hormis un lieu de naissance et des villes où j'ai vécu ensuite, mes premiers souvenirs remontent forcément tardivement. Donc, oui. C'est bizarre d'ailleurs de se dire qu'il y a 3 ou 4 années de notre vie dont on ne se souvient pas et qui pourtant nous font ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Alors, les premiers souvenirs, d'abord votre lieu de naissance, oui, votre environnement. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup déménagé. Alors, Oui. très vite? Oui, je suis née à Saint-Germain-en-Laye, par hasard. Mes parents étaient là quelques mois. Et j'ai très vite déménagé à Angers. Et ensuite, j'ai quitté Angers pour aller à Troyes, dans l'Aube. Puis à Besançon, dans le Doubs. Puis à Strasbourg, en Alsace. Et tout ça au rythme des affectations de mon père, qui était archiviste. Et quand on est archiviste, on peut choisir de faire sa carrière au même endroit toute sa vie, ou bien de changer d'environnement, changer de département et de région pour essayer d'avoir une carrière intéressante et enrichissante. Et c'est ce qu'a choisi mon père. Donc j'ai vécu dans les archives à chaque fois. Mon père c'était un logement de fonction. Donc dans toutes ces villes, j'ai vécu dans les archives départementales ou régionales, dans ces villes-là, avec des logements de fonction au-dessus des rayonnages d'archives, au fond. Donc pour rentrer chez moi, je traversais ces rayonnages-là. Donc j'ai un rapport très affectueux aux vieux papiers, aux vieux documents, qui sentent, je trouve, ils sentent la vanille, en fait. Peut-être que c'est l'expression de mon affection, mais je m'y sens bien, en tout cas. Et puis ensuite, à Strasbourg, à l'âge de 15 ans, je suis allée vivre 1 an en Nouvelle-Zélande, dans une famille d'accueil, entre la classe de la seconde et de la première, où alors que je vivais avec 3 frères, j'avais 2 sœurs d'accueil dans un lycée non mixte, donc 2000 filles avec uniforme, ou à l'autre bout de la Terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi d'aller si loin. C'est pour ça que je dis que c'est obscur, oui, sans doute, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais c'était une très bonne expérience. Et puis je suis revenue à Strasbourg, où j'ai fait des études là-bas, et puis ensuite je suis allée à Lyon. Et ensuite j'ai vécu une année à Chicago, aussi à l'université de Chicago. Je suis revenue à Lyon, et puis je suis arrivée à Paris. Quand j'ai commencé à travailler à France Culture, j'avais 25 ans. Est-ce que je me trompe? 2008, non c'est ça, j'avais 25 ans. Et j'y vis encore aujourd'hui. Donc c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps depuis que je suis née, Paris. On va revenir sur vos années américaines, mais auparavant, j'ai ouï dire que vous aviez plutôt l'ambition de devenir actrice. C'est vrai. Quand j'étais petite, je voulais être actrice et ça m'a accompagnée très 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 longtemps. Je voulais jouer. C'est le jeu qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours. Sans doute par appétit de la vie et par curiosité pour des expériences que je ne pouvais pas vivre. Je me disais que jouer un autre rôle que le mien présentait 2 avantages. Le premier, c'est de n'avoir pas à connaître le mien. Vous savez, surtout quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait là ou ce qu'on doit faire, et on se dit, jouer un personnage sur une scène de théâtre ou dans un film, au moins le rôle est écrit et on n'a qu'à le dire et le vivre au maximum et le tour est joué. Ça, c'est un côté, je pense. Ça m'évitait de me poser des questions sur le rôle que moi je voulais jouer. Et l'autre aspect, c'est que ça me permettait, au contraire, d'accroître les expériences que je pouvais faire. Et je me disais qu'une seule vie ne me suffirait jamais pour faire tout ce que je voulais faire. Et que jouer était la meilleure façon de vivre d'autres vies que la mienne. Mais vous pensez encore ça aujourd'hui? Oui, simplement, je crois que je suis plus... La vie telle que je la mène aujourd'hui me comble plus qu'avant, sans doute. Que les expériences que j'ai vécues et la vie que j'ai vécue, finalement, m'ont rendue plus joyeuse, plus heureuse, plus satisfaite de ma vie, sans doute, que je l'étais avant. Donc, j'aurais toujours envie de jouer, c'est toujours quelque chose qui me passionne et qui me fascine, mais pour des raisons qui seraient moins existentielles, c'est-à-dire que ce ne serait pas pour fuir ma vie ou pour lui donner un sens, ce serait en plus, ce serait un luxe. Mais le désir est toujours là, ça oui. Alors, vos années américaines, vous arrivez quand à Chicago? Donc c'est une année, j'arrive... j'intègre l'ENS en 2005, 2006, donc 2007. 2006-2007, je dirais. Après une année passée à l'ENS de Lyon,
une année faite d'ennui, je dois dire. Voilà, je suis pas très heureuse, je sais pas trop ce que je fais là, toujours pas. Je suis pas sûre d'avoir envie de faire de longues études de philosophie, ni d'enseigner, mais pourtant je viens d'intégrer l'ENS, donc c'est ce qui s'offre à moi. Et je suis très marquée par les 3 années de prépa. J'ai fait 3 ans de prépa à Strasbourg. Et ça m'a vraiment fâchée avec les études, avec les livres, avec la philosophie. J'ai plus envie de lire, j'ai plus envie d'entrer dans une bibliothèque, je veux plus en entendre parler. Et aucun professeur ne vous a marqué de ces années-là, de ces 3 années de prépa et de... Si, j'ai un très bon professeur qui s'appelle Jean-Pierre Fussler, qui est un Kantien, qui a traduit notamment la critique de la raison pratique, qui vient de traduire la religion dans les limites de la simple raison. André Hirt en Hippocagne aussi. André Hirt et Jean-Pierre Fussler contribuent énormément à mon goût pour la philosophie, mais c'est le rapport à la discipline, au travail, à la dissertation qui me pèse énormément. Je m'accroche, j'arrive en prépa, c'est pour faire plaisir à mes parents au fond, parce que moi je voulais faire du cinéma, et mes parents me disent d'accord, mais d'abord il faut que tu aies un DUG ou quelque chose. Je m'inscris en études d'architecture en me disant mais je vais pouvoir faire des dessins, ça va être très créatif, etc. Et puis je me vautre au bout de 3 mois parce que je suis pas du tout assez scientifique pour faire les schémas qu'ils me demandent de faire, donc... Je décide à nouveau de dire je vais à Paris, je vais faire du théâtre. Non ma fille, tu n'iras pas danser. Et donc je m'inscris en prépa parce que j'étais plutôt bonne élève et je me dis voilà, je ferai de la philo, j'aime bien. Et j'arrive en prépa et en fait je me fais prendre au jeu tout en souffrant. C'est-à-dire j'adore tout ce que je découvre et je ne comprends pas l'exercice de la dissertation. C'est aride, ça me pèse, je veux fuir ça. Et pourtant je fais une 2e année, une 3e année. J'intègre l'ENS et je suis prise à mon propre piège. Je ne vais pas continuer à faire des disserts toute ma vie. Donc je pars à Chicago. Je pars à Chicago parce qu'à ce moment-là, je suis avec un compagnon qui, lui, allait à Chicago. Je fais les démarches pour. Et dans le cadre toujours de ma scolarité à l'ENS, je vais passer une année là-bas. Et là, je me réconcilie avec le savoir. Parce que, un campus américain, c'est pas comme un campus français. Il n'y a pas la même somme d'argent à disposition, ni pour les professeurs, ni dans la poche des élèves pour financer leurs études. Mais il y a cette espèce de... Enfin, c'est un campus où tout paraît facile. La bibliothèque est gigantesque, la Regenstein Library, puisque c'est l'université de Chicago. On peut se servir soi-même dans les rayonnages, emprunter les livres pour une durée limitée, ce qui est important pour le rapport au savoir que ça implique avec l'étudiant. Il y a une piscine, un cinéma, et puis je prends des cours de cinéma, justement. J'enseigne là-bas, j'enseigne des cours de français en faisant du cinéma, je fais plein de choses qui... Le savoir est plus joyeux. Alors, vous racontez cette formation dans votre livre, mais avant d'arriver... à suivre les cours de Davidson, et de rencontrer Emerson, est-ce que vous aviez une idée du perfectionnisme moral, de cette tradition américaine que vous semblez quand même apprécier vous aviez une idée de celle-ci avant d'arriver aux États-Unis? Pas du tout. J'en ai jamais tout. entendu parler. La seule chose, c'est que juste avant de partir, la personne qui dirigeait mon mémoire de maîtrise à l'époque, qui s'appelle Anne Sauvagnargues, avec qui je fais mon premier mémoire sur le cinéma et Deleuze, parce que le seul philosophe qui parle de cinéma à ma connaissance, c'est Deleuze. Elle me dit « mais non, essayez ». Et elle me met entre les mains le livre de Stanley Cavell, « À la recherche du bonheur ». Je l'ouvre, je comprends pas la démarche, je vois pas. Alors j'ai très envie, parce que je me dis « tiens, c'est des comédies hollywoodiennes, la philosophie peut s'intéresser à ça, je n'en reviens pas ». Mais l'écriture est difficile, je rentre pas dedans. J'arrive à Chicago, et là, j'assiste donc à un cours sur le perfectionnisme moral, enseigné par Arnold Davidson, qui est un professeur dont je n'ai jamais entendu parler, qui n'est pas non plus très connu. Et j'entends à nouveau le mot de Cavell, de Stanley Cavell, il revient. Et donc, c'est une 2e fois qu'on m'en parle en si peu de temps, et surtout, lui semble avoir un rapport assez intime à Cavell, dont on me dit qu'il est encore vivant, qu'il habite à Boston, donc pas à Chicago, mais quand même dans le même pays, à ce moment-là, où je me trouve. Et donc, c'est comme ça que je commence à m'intéresser à ce domaine-là. Et les comédies du remariage, précisément, vous les visionnez à cette époque-là? Voilà, c'est ça. Ah oui. Cure, tout ça, vous... Voilà, et je découvre. Je n'ai jamais vu un de ces oui. films à ce moment-là. Donc, je découvre Indiscrétion de Philadelphia Story, je découvre Madame porte la culotte, Adam's Rib, Cette sacrée vérité. Et je n'en reviens pas parce que non seulement ce sont des films absolument géniaux, hilarants, intéressants, intrigants, avec des acteurs et des actrices formidables et magnifiques, mais en plus... J'ai la caution philosophique de Stanley Cavell, c'est-à-dire que je me dis, mais je peux regarder des films en travaillant, moi qui étais très fâchée avec le travail à ce moment-là, c'est ce qu'il me fallait. Et plus sérieusement, je mesure la richesse présente dans ces films-là de manière complètement insoupçonnée. Et ça m'encourage, et ça m'éclaire sur mon propre goût pour le cinéma. Je me dis, mais alors j'avais tort d'opposer les deux, la philosophie d'un côté et le cinéma de l'autre. Au fond, on peut réfléchir à partir d'un film.
non pas comme illustration de concept, mais comme manière de soulever une question, comme la philosophie soulève des questions. Et donc Cavell propose ce genre qui s'appelle les comédies de remariage, qui concerne une dizaine de films tournés à Hollywood dans les années 40, dans lesquels, contrairement au scénario classique de la comédie, dans lequel un homme et une femme, parce que c'est quand même souvent, surtout à Hollywood à cette époque-là, des histoires hétérosexuelles, se rencontrent, tout est fait pour les opposer, puis à la fin du film, ils se retrouvent ensemble. Les comédies de remariage, c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps au début du film, qui vont se séparer au cours du film, puis se retrouver. Et ce que Cavell montre, c'est que ce qui se passe pendant cette séparation-là, au fond, a un lien très étroit avec ce qu'il appelle l'ordinaire, en remettant au goût du jour les travaux d'Emerson 100 ans auparavant. Et donc Cavell montre, pour aller rapidement, que au fond, la pensée d'Emerson se trouve dans ces films hollywoodiens des années 40, en plus des comédies, ce qui paraît, parce que c'est le cauchemar du snob en philosophie, et qu'au fond, il y a un lien entre les deux. Donc moi, au moment où je découvre ça, je me dis, mais il y a quelque chose d'assez incroyable et très stimulant pour l'étudiante que je suis. Et quelqu'un comme Thoreau, vous le découvrez aussi aux États-Unis, voilà, en même temps qu'Emerson. Ah, voilà, exactement, puisque Thoreau était le Henry David Thoreau, donc voilà, en français, on ne sait jamais comment le dire, était l'élève d'Emerson. Donc, je n'avais jamais entendu parler de Thoreau avant, de Walden, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque, d'ailleurs, en France. Et Emerson, en revanche, on en parle encore très peu, alors qu'il gagnerait vraiment beaucoup à être connu. Je le découvre en même temps lors d'un cours auquel j'assiste à Chicago. Ouais. Donc, 1 an à Chicago, vous revenez en France, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, la bonne élève que j'étais encore se dit, bon, j'ai bien aimé mon expérience à Chicago, qu'est-ce que je peux faire d'autre? De toute façon, je suis élève encore à l'école normale supérieure. Qu'est-ce qu'on fait à l'école normale supérieure? On passe la grègue. Donc j'y vais à la fois fortifiée par mon expérience à Chicago, qui était comme un énorme bol d'air, et en même temps un peu en freinant des cas de fer, en me disant mais je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu en prépa. Et l'année se passe plutôt bien. J'ai Pascal justement au programme, donc là je m'y plonge, j'ai de nouveau du plaisir à étudier. Reste que je me demande encore ce que je vais en faire. Je ne trouve aucun... Quand je vois le plaisir, la passion avec laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui à la radio, je n'avais pas un degré de ça en moi au moment où je passe la grègue, où j'imagine que je vais être prof, ce qui ne concerne que moi. Et donc je passe la grègue. Je prépare la grègue. Je suis admissible, ce qui est déjà incroyable, parce que déjà, moi, de même que je n'avais jamais pensé une seconde que j'allais pouvoir intégrer l'école normale supérieure, parce que ce n'était pas du tout dans mon ADN, ni dans ma famille, c'est pas quelque chose qui était déjà arrivé, ni d'attendu. Avoir la grègue me paraît complètement infaisable, et à l'époque, il y avait très peu de postes. Donc je me mets en tête que il va me falloir 2 ans pour l'avoir. Première année, je suis admissible, déjà un miracle. Et là, je reçois un mail d'un professeur de philo de l'ENS, Pierre-François Moreau, qui dit qu'à France Culture, on recrute des philosophes pour une émission de philo. Et en fait, la première chose que j'ai faite en intégrant l'ENS en 2005, c'était de faire un stage à la radio. Ah oui. Et donc là, je me dis, mais en fait, je vais pouvoir se rejoindre mon goût pour la philosophie, ma passion pour la radio, donc je postule, sans savoir si j'ai la grègue ou pas. Je dis oui pour ce poste-là, j'apprends que je n'ai pas la grègue, je me dis, bon, la grègue, ça se repasse. Un poste à temps plein en tant que collaboratrice à France Culture, c'est pas sûr que ça se représentera. Donc je décide d'y aller quand même, et je vous avoue que j'ai plus jamais repensé à la grègue ensuite.